possible. D'accord, allez, sans transition aucune, on passe aux critiques ciné de Pierre et on va commencer avec le film Zulu. Oui, bah d'abord, je voulais juste préciser que vous désespériez un peu les semaines précédentes de voir que je notais trop bien les films. Alors bon, j'étais trop généreux. Alors Il s'est lâché. Attention. j'ai peut-être pas T'as perdu, cherché un film, j'ai pas perdu ma générosité, mais vous serez heureux d'apprendre cette semaine que j'ai vu des films plus mauvais que d'habitude et qui se verront donc octroyer des notes un peu moins fameuses que d'habitude. Donc, quand même, oui, Jérôme Salle, il a vraiment pas de bol, quoi. bah, tant pis pour lui, il a faire des bons films. C'est le gars qui a, Ah. qui a pas de chance dans la vie, quoi. D'accord, oui. C'est-à-dire que Pierre, il était prêt à mettre des 7, des 8 à tout le monde, mais Jérôme Salle, non, même ça, même la bonne note de Pierre, il l'aura pas. Moi, je suis aussi généreux que d'habitude. C'est juste les films qui sont plus mauvais que d'habitude. C'est tout. Ah, Donc, ouais. en tout cas- ça, c'est vraiment catastrophique. Pardon. En tout cas, le premier film que j'ai vu cette semaine, c'est donc Zulu. Zulu, c'est un film, comme tu l'as dit, de Jérôme Salle, un réalisateur qui est connu notamment pour Anthony Zimmer et les récents Largo Winch, des chefs-d'œuvre absolus du cinéma français. Il s'agit donc d'un réalisateur français qui aime bien les productions à l'américaine. Pas étonnant donc de constater que Zulu est un film français avec des acteurs américains, Forest Whitaker et Orlando Bloom en tête de file, et qui se passe en Afrique du Sud. Et oui, en effet, c'est un des 2 films sur l'Afrique du Sud à sortir la semaine de la mort de Nelson Mandela. Mais bon, si pour l'autre film, Mandela, biopic héroïque de l'ancien président sud-africain, il faut bien avouer que c'est un peu prémédité. Il faut dire que Madiba, comme on l'appelle, était très malade depuis longtemps, et les producteurs, c'est triste à dire, mais c'est les lois du commerce, ont en quelque sorte misé sur sa mort prochaine pour lancer la production et choisir la date de sortie du film. C'est pas sympa. Ça. Non mais Ah, c'est quand un même, peu comme ça. Ça fait longtemps qu'il est malade, on a lancé la production alors qu'il était déjà malade. Ouah, c'est quelle surprise Non, qu'il mais meurt. de dire qu'on a misé sur la fin, Si, mais c'est quand même. possible. non, de dire qu'il y ait des producteurs qui se soient dit bon, bah, avec un peu de bol, il va mourir. Là, Je sais pas si t'as remarqué ces derniers meurt temps, il y la a plein semaine de de la films sur sortie du Mandela, film, quoi, des documentaires et tout. qui Bah, c'est sortent. pour ça qu'on a lancé la production de ce film, c'est parce Ouais. qu'on savait qu'il allait mourir et qu'il était important. Je veux dire, c'est pas non plus parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils veulent qu'il meure, Oui, c'est parce voilà. que Oui. c'est un personnage important qui meurt et c'est important de lancer le film maintenant avant que ce soit trop tard. C'est-à-dire si on sort un film sur Mandela dans 10 ans, ça peut pas avoir le même impact que si ça sort maintenant. Je suis d'accord, mais en même temps, il aurait très bien pu mourir l'année prochaine. Et l'impact aurait été tout aussi réduit. Oui, mais est-ce que s'il avait pas été si malade, on aurait lancé la production du film? Moi, je suis pas sûr à 100%. Ah ouais, Je suis pas sûr à 100%. Bah, Steve Jobs, c'est pareil, c'est toujours pareil. Hein. Non. Ah, c'est horrible. Moi, je retourne voir Le Seigneur des Anneaux parce que Oui. En tout cas, pour Zulu, pour moi, c'est pas le cas. Alors bon, Zulu, hein, je pense pas que ce soit tellement prémédité parce que c'est un sujet qui parle de l'Afrique du Sud post-apartheid, où certes plane l'ombre constante du héros qui a permis la fin de ce système raciste. Mais bon, je suis pas sûr que Mandela aurait pleinement adhéré à ce film, qui dresse quand même un portrait triste sur l'Afrique du Sud contemporaine. On y reviendra plus tard. Et ensuite, plus concrètement, le film est terminé depuis bien longtemps. Il a notamment été présenté en clôture du dernier festival de Cannes. Il est adapté d'un roman déjà sorti il y a quelques années, Zulu, de Caril Ferret, sorti en 2007. Et je doute que Richard Grandpierre, producteur du film, ait su prédire l'avenir avec une telle exactitude. Et en plus, Zulu n'a pas les mêmes ambitions commerciales que le biopic réalisé par Justin Chadwick. Mais bon, peut-être que je me trompe. Et quoi qu'il en soit, il s'agit d'un film policier tendance thriller qui se passe en Afrique du Sud de nos jours et dans lequel 2 policiers enquêtent sur la mort de jeunes filles. Il s'agit d'un duo de flics ce qu'il y a de plus classique. Forest Whitaker campe un policier noir, très sérieux, carré, mais qui cache des problèmes personnels inavoués, tandis qu'Orlando Bloom joue le bad cop, le flic constamment saoul, incapable de mener une vie de famille, véritable déchet humain, mais qui se révélera être un policier plus doué qu'il n'y paraît. Pour ce qui est de l'histoire, on retrouve ces 2 policiers à enquêter sur le meurtre de jeunes filles. Il se trouve qu'elles avaient pris une drogue surpuissante qui les rendait ultra agressives. Il se trouve que cette drogue est en réalité une bombe ethnique créée par des scientifiques nostalgiques de l'apartheid pour faire disparaître la population noire de l'Afrique du Sud. L'idée était de donner cette drogue aux gamins des rues, de faire en sorte qu'elle se répande dans tout le township afin d'exterminer tout le monde. On a donc affaire à de vrais méchants. Outre ces 2 personnages de flics, le scénario fait intervenir tous les éléments les plus traditionnels, pour ne pas dire clichés, du thriller policier américain. On retrouve un trafic de drogue, une organisation méchante qui n'a pour seul but que de tuer plein de personnes et accessoirement de devenir maître du monde, un commissaire qui décide de clore le dossier alors qu'ils n'ont même pas encore arrêté le bon coupable, un flic héros voulant continuer l'enquête, nous donnant droit à des répliques folles d'originalité telles que « Brian, le dossier est clos. Si vous continuez cette enquête, vous serez contraint de me rendre votre insigne. » Mais je vous la rends alors. Ou encore des séquences telles que on expérimente la drogue sur des souris. D'abord les souris elles sont toutes calmes, on leur donne la drogue et 2 heures après elles s'entretuent tapissant la cage de sang.
Et qu'est-ce qui se passe si on la donne sur des êtres humains ? La même chose. Etc., etc. C'est donc en somme un film policier tout ce qu'il y a de plus classique, seul le contexte est original, l'Afrique du Sud. Et là par contre c'est assez intéressant, car au-delà du scénario de base, le film donne un avis très pessimiste sur la cohabitation post-apartheid en Afrique du Sud. La question du pardon, je pardonne mais je n'oublie pas, cher à Mandela, est omniprésente dans le film. Mandela en avait fait le pilier de sa politique, mais le film par moments semble récuser cette politique et dire que les bourreaux de l'apartheid auraient dû être jugés dans un semblant de procès de Nuremberg, car selon le film, certains des plus extrémistes des afrikaners au pouvoir sous l'apartheid ont beau avoir été pardonnés, ils n'ont pas oublié leur idéologie raciste et seraient prêts à tout faire dans l'illégalité pour mener à bien leurs sombres desseins. Étrange point de vue, terriblement pessimiste et qui peut être un peu gênant par moments, car si certes la politique actuelle d'Afrique du Sud n'est pas la meilleure et qu'évidemment les tensions existent encore, il est un peu osé de remettre en ce moment en question la grandeur d'âme de Mandela, qui a réussi à accomplir cet acte hautement symbolique de pardon, et si on veut le récuser, encore faut-il avoir des arguments qui tiennent la route. Et la débauche de violence et d'horreur du film, qui vient constamment choquer le spectateur dans ses émotions et l'émouvoir aux larmes, est un peu trop facile. Au-delà de cela, le contexte géographique est intéressant, ça change de New York ou de Los Angeles, on peut voir l'Afrique du Sud sous un angle nouveau, des townships de Soweto aux demeures de luxe du Cap, une autre vue sur le pays le plus riche d'Afrique, assez loin des belles images des documentaires Ushuaïa, mais loin aussi des reportages misérabilistes sur les townships. C'est en somme un film ultra classique, dans un contexte plutôt original, et je lui mets un 5,5 sur 10. Ouh là 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 là. 5,5. Ouais. C'est ta note la plus basse pour le moment. Ouais. Pour le moment, ouais. Même ça le va pas durer film longtemps, argentin hein. avait eu 6 sur 10, je crois. Mais il était pas si nul. J'avais dit qu'il était nul. Oh là C'est pas là. faux. C'est pas faux. Allez, on continue avec Las Vegas. Là, je suis sûr que tu vas donner 20 sur 20. Oui, Las Enfin, 10 Vegas, sur 10. c'est un film réalisé par John Turteltaub. C'est un pur ouvrier des studios qui a signé notamment Benjamin Gates ou Phénomène, etc. Alors bon, Las Vegas, on en a déjà parlé ici. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est de la grosse comédie américaine avec plein de vieilles stars dedans. Un peu comme Red, sorti il y a 3 ans, mais avec un peu moins d'explosion quand même. En gros, c'est l'histoire de 4 papis, et pas des moindres, puisqu'il s'agit quand même de Kevin Kline, Morgan Freeman, Michael Douglas et Robert De Niro, qui non contents d'être des stars sont aussi de grands acteurs. 4 papis au mode de vie actuel très différent, mais qui sont amis de longue date. Depuis qu'ils ont 10 ans en fait, carrément. Il y a d'ailleurs un jeune acteur qui joue le personnage campé par De Niro, en jeune. Et c'est assez drôle parce qu'on dirait un mélange entre De Niro, ça c'est normal, et Adrien Brody. Enfin bon, bref. Le personnage joué par Michael Douglas, vieux frimeur riche archétypal, décide enfin de se marier avec une jeune femme de 40 ans sa cadette, après avoir passé une vie de frivolité. Il appelle ses vieux potes pour leur dire, et ceux-ci décident de lui faire un super enterrement de vie de garçon à Las Vegas. Enfin, sauf le personnage joué par De Niro, qui, éternel bougon, deux types de personnages follement original pour De Niro, fait la tête à son vieux pote Billy, Michael Douglas, et refuse donc de venir. Mais bon, par la force des choses, il va se retrouver quand même à Vegas, entraîné par ses amis, et va finir par régler ses comptes avec Billy avant de redevenir les meilleurs amis du monde. Parce que l'amitié, c'est la chose la plus importante du monde. S'ensuit un morceau de piano qui pourrait faire passer de la musique d'ascenseur pour du Gershwin, et on entend un traditionnel morceau de rap américain sans intérêt, histoire de clore le film avec la fraîcheur et la bonne humeur qu'on attend d'une comédie américaine, et histoire de lancer le générique. Bon, bien sûr. Pour rien ne gâcher de ce chef-d'œuvre scénaristique, je vous ai épargné les twists, les retournements de situation, les révélations du film. Mais bon, ne vous attendez pas à trop, c'est pas Shutter Island non plus. En gros, rien de neuf sous le soleil, c'est de l'ultra classique comédie américaine de la fin d'année. C'est pas vraiment super drôle, on rit jamais aux éclats et les meilleures vannes sont dans la bande-annonce. Mais bon, c'est relativement bon enfant, ça fait sourire, c'est bien moins trash que Very Bad Trip ou Jackass, dont tu parlais tout à l'heure. Même si on trouve quelques ressemblances quand même avec Very Bad Trip. Que voulez-vous, Las Vegas est à la mode. Bon, le film reste sympathique en tant que guide touristique de Las Vegas, Sin City comme l'appellent les Américains. On voit les différents hôtels, les attractions du Stratosphere Hotel, les promenades sur le Strip, le Cirque du Soleil, les Pakistanais et leurs flyers Girls to You in 2 minutes, etc. Il manque plus que le Céline Dion et la brochure est complète. Les acteurs jouent plutôt bien, c'est relativement bien fait, mais le film nous abreuve de bons sentiments et de leçons de bonne morale jusqu'à saturation, et ça fait quand même un peu beaucoup. Outre l'amitié, ça dure pour toujours. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on peut pas s'amuser, etc. Le fond de l'affaire reste quand même le message, il faut vivre avec les gens qu'on aime vraiment. Et ça, c'est la grosse morale du film. Elle est traitée de différentes manières, l'amitié, la force de la filiation face à l'attrait des plaisirs charnels faciles de Las Vegas, et surtout, le fait de se marier avec les gens qu'on aime vraiment. Car en effet, Billy, 70 ans, va se marier avec une jeunette de 30 ans,
Et son vieil ami Paddy sait bien qu'il n'y a pas d'amour la véritable là derrière, et veut donc convaincre Billy, joué par Michael Douglas, de renoncer à ce mariage idiot. C'est quand même assez drôle quand on sait que dans la réalité, Michael Douglas, qui a 69 ans, est marié avec Catherine Zeta-Jones, qui a 25 ans de moins que lui. Mais bon, enfin, je crois qu'ils sont séparés d'ailleurs maintenant. Enfin bon, bref. C'est le point people. Voilà, le voilà, point people. Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones seraient séparés. Aïe, aïe, aïe. Et donc en gros, c'est pas un film vraiment désagréable, parce qu'il s'en dégage quand même une certaine bonne humeur, mais il est difficile de le considérer comme un bon film, car son humour n'est pas fantastiquement drôle. J'ai compté à peu près 99,97% des blagues tournent autour de l'âge et du décalage des vieux au pays des jeunes, etc. L'histoire est un cliché navrant, et la débauche de bons sentiments donne de la nausée. Heureusement, on ne s'ennuie pas vraiment, et les acteurs sont plutôt bons. C'est pas lourdingue, ce qui est plutôt rare dans une comédie américaine. C'est pas fin non plus, hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et globalement, c'est agréable à regarder, on passe un moment plutôt sympa, à condition de ne pas être difficile et de savoir à quoi s'attendre. Et je lui mets, attention, un 4,5 sur 10. Ouh la Oh là là. vache. Aïe aïe aïe. Pénal. Oh là là, dur. Mais c'est Ah, dingue parce que dur. quand on, entend, 4,5. quand on entend sa critique, on s'y attend pas. Du coup, il est passé dans l'autre. Faut Ouais, s'y je suis devenu attendre. méchant. Un minimum quand même. Tu fais super bien le pakistanais, ça c'est. Ouais, je sais, ouais. J'étais C'est vrai. pakistanais C'est vrai avant de devenir critique de cinéma. D'accord, mais ça se voit et ça s'entend. N'est-ce pas 4,5, c'est vrai que c'est deux petits films aujourd'hui. Hein. 2 petits films, ouais, voilà. Bon, encore 4,5. Voilà, c'est pas non plus le. Ouais, c'est connaissant c'est pas- Pierre, du ouais, coup. Ça va, ça se laisse regarder, quoi. C'est En pas fait, non plus, Pierre, il se souvient de ce qu'avait dit Pascal Mérigot au sujet des critiques. Une critique aussi brillante soit-elle représentera toujours moins de travail qu'un film aussi mauvais soit-il. C'est vrai. Voilà. C'est une phrase compliquée. Hein Et Bah qu'est-ce non. que tu veux dire par là? Que je ne travaille pas beaucoup, c'est ça? C'est ça. Non, pas Merci, du tout, mais c'est pas que agréable. non, au contraire que voilà, même quand t'as pas aimé les films, tu donnes des notes correctes parce que tu sais le travail que ça représente. Oui. Voilà. C'était une éloge un peu à Pas ton l'air égard. convaincu, Ouais, ouais. je suis désolé. Merci pour cette éloge. Mais si je vois un film vraiment mauvais, je me noterai vraiment une mauvaise note, je pense. Ouais, c'est possible. Mais pour l'instant, j'ai pas vu de film vraiment mauvais, mais ça viendra peut-être. Ça viendra, mais il y en a, ça existe. Hein. Oui, Oh. mais je vais pas tout voir aussi, donc forcément Ouais, je voilà. choisis. Alors Et je pense forcément- qu'il faut pas tout voir non plus. Ouais.